merci à l'invitation qui m'a été faite et au public qui, malgré la pluie, est ici présent. Alors, il y a une toute petite mal-donne, mais ça n'a aucune importance. J'avais compris ce soir que je parlais de l'histoire des femmes. J'avais compris ça. J'avais compris que c'était ce que je devais dire un peu en accompagnement avec l'exposition qui a lieu en ce moment. C'est donc ce que j'ai préparé, mais puisque vous souhaitez que je parle plutôt des droits des femmes, je vous propose la chose suivante. Je vais d'abord vous parler de ce à quoi j'avais pensé, en raccourcissant, et puis ensuite, je vais vous parler des droits des femmes, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une conférence là-dessus, donc je vais pouvoir, je pense, retrouver à peu près mes idées, si vous voulez bien. Voilà, alors d'abord, un petit mot, oui, plus qu'un petit mot, quelques minutes, si vous voulez bien, sur l'histoire des femmes elles-mêmes. Je voudrais d'abord rappeler quelque chose qu'on oublie généralement, qu'on ne sait pas, même la plupart du temps, c'est que le mot histoire a deux sens. L'histoire, et que la langue française distingue très très mal. L'histoire, c'est ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé à tous les niveaux depuis les commencements de l'humanité. Bon. Et ça, c'est là, caché probablement, plus ou moins. Et puis deuxièmement, c'est le récit que l'on en fait. Les Anglais sont beaucoup plus clairs de ce point de vue. Ils distinguent story, ce qui s'est passé, et history, le récit que l'on en fait. Ce n'est pas la même chose du tout. Parce que dans le premier sens, ce qui s'est passé, les femmes ont toujours été là. Bah, évidemment, c'est clair comme tout. Mais dans le récit que l'on fait de ce qui s'est passé, non. Il y a là une énorme différence. Et au fond, toute l'entreprise de l'histoire des femmes, ça a été de faire émerger ce qui s'est passé pour les femmes, ce qu'elles ont fait, etc., au niveau du récit. Voilà, c'est ça le problème. Quand on parle, moi-même j'ai parlé de ça, les femmes ou les silences de l'histoire, c'est les silences de l'histoire racontée. Dans le récit que l'on fait de ce qui s'est passé, pendant très longtemps, vraiment très longtemps, on ne parlait pas des femmes. Pourquoi? Parce que le récit de l'histoire comme récit, c'était les règnes, les grands hommes, les guerres bien sûr, une histoire au masculin la plupart du temps, j'allais dire une histoire publique, ce qui s'est passé dans le domaine public. Et là, les femmes apparaissent peu parce qu'elles ont eu, de temps en temps tout de même, malgré tout, mais moins, disons, de rôle public que les hommes. Donc, du coup, on n'en parlait pas. Voilà. Et pour que les femmes émergent au récit, c'est-à-dire à historer, véritablement, eh bien, il a fallu toutes sortes de changements que je vais évoquer. Alors, deux raisons, au moins, expliquent ça. Première raison, il y a moins de sources. Vous savez que les historiens travaillent avec des sources, ce qu'on appelle les sources de l'histoire, c'est-à-dire les archives, les livres, les journaux, tout ce que vous pouvez imaginer. L'histoire, le récit de l'histoire se fait avec des traces et avec des documents. Et dans ces documents, les femmes sont moins présentes que les hommes parce que on attachait moins d'importance dans le passé à leurs faits et gestes. Tout ça, c'était de l'ordre du quotidien, du cachet. Donc, il y a moins de sources. Ceci dit, il ne faut pas exagérer, il y en a quand même beaucoup, de plus en plus. Mais je voudrais vous donner un petit exemple de ça. Par exemple, la guerre 14-18. Pendant la guerre 14-18, il y a eu énormément de correspondances échangées entre les soldats et l'arrière, comme on disait. C'est-à-dire leurs parents, leurs fiancés, surtout leurs femmes. Eh bien, on a conservé les lettres
des soldats. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui les recevaient, qui les gardaient. Mais on a très peu conservé les lettres qu'elles envoyaient au front, parce que les soldats ne pouvaient pas les garder, c'était très difficile. Quand ils changeaient de lieu dans le combat, il fallait qu'ils soient très légers, donc ils envoyaient promener, on leur demandait même de détruire un petit peu tout ce qu'il y avait d'un peu personnel. Donc conclusion, voilà un exemple de dissymétrie des sources, où on voit qu'il y a plus de sources conservées pour les hommes que pour les femmes. Je pourrais en donner beaucoup d'autres comme ça. Bon, ceci dit, ne rien exagérer. Si on veut trouver des choses sur les femmes, on en trouve, bien entendu. Et la deuxième chose qui est essentielle, c'est, j'allais dire, le regard. Hein, le regard que l'historien, l'historienne, porte sur le passé. C'est ça qui est important. Hein. Il n'y a d'histoire que si on se pose des questions sur le passé. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Et ça, c'est vrai pour tout, absolument. Alors, c'est comme ça d'ailleurs que le récit de l'histoire change, parce que le récit de l'histoire tient compte, au fond, des préoccupations des vivants. Hein. Et le récit de l'histoire, ce n'est pas la même chose. Autrefois, on s'intéressait plus aux guerres au règne que maintenant. Maintenant, l'histoire s'intéresse au quotidien, elle s'intéresse à l'histoire des enfants, elle s'intéresse à la maison, elle s'intéresse à toutes sortes de choses. Et c'est à partir du moment où on s'est posé des questions sur les femmes, où sont-elles? Que font-elles? Que disent-elles? Quels sont leurs rapports avec les hommes? Évidemment, c'est l'essentiel, ça, absolument. À partir de ce moment-là, eh bien, on a fait de l'histoire des femmes, autrement, non. Autrement dit, la question du regard est une question absolument fondamentale. Et ça, c'est vrai pour tout en histoire, c'est absolument vrai pour tout. Et on pourrait dire que ce récit qu'est l'histoire change avec les préoccupations du présent. Par exemple, aujourd'hui, où on est de plus en plus préoccupé par l'écologie, hein, l'évolution de la nature, du climat, etc., etc. Et bien, maintenant, il y a une histoire, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, le roi Ladurie avait commencé il y a déjà 30 ans, on fait une histoire du climat, on fait une histoire des espèces végétales, etc., etc. Autrement dit, les questions que nous nous posons nous amènent à regarder le passé de manière différente, hein, à chercher d'autres choses et à faire de nouveaux récits. Voilà une première chose que je voulais vous dire. Alors, comment est-ce que l'histoire des femmes a émergé en France? Alors, il y a toujours eu, dans le passé, des gens qui se sont intéressés à l'histoire des femmes. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est quand même très ancien. Notamment des femmes. Notamment des femmes. Il y avait quand même des femmes dans les siècles passés, depuis le XVIe siècle en gros à peu près, mais même au Moyen-Âge on pourrait en trouver, qui s'intéressaient à elles, à elles et à leurs ancêtres. Donc il y en a, mais quand même pas beaucoup. Pas beaucoup. Et pour que véritablement l'histoire des femmes apparaisse à un niveau global, à un niveau, j'allais dire, plus académique, plus universitaire, si vous voulez, au fond, il a fallu les années 70. Vous voyez, c'est à peu près dans les années 70, c'est déjà vieux tout ça. À partir de ce moment-là, l'histoire des femmes a commencé à émerger. Et il y a plusieurs facteurs, si l'on peut dire, qui permettent de comprendre cela. Il y a d'abord des facteurs, j'allais dire, sociologiques. Tout simple. Il y avait dans les années 70 beaucoup plus de femmes à l'université. Il y en avait, ça ne cessait d'augmenter depuis déjà un certain temps. Et aussi bien parmi les étudiantes que parmi les enseignantes, comme on dit. Et ce public nouveau, féminin, qui a progressivement grandi, avait en effet d'autres intérêts, se poser des questions, pourquoi au fond
est-ce qu'en histoire, on ne parle pas des femmes? Enfin, c'est quand même une idée qui commençait à venir. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, deuxième facteur, c'est que l'histoire comme récit, je dis bien l'histoire comme récit, a beaucoup changé dans les années 70-80. Elle est devenue, j'allais dire, plus anthropologique. C'est-à-dire qu'elle s'intéressait, mettons, davantage à la famille, hein, à l'histoire de la famille, à l'évolution de la famille, par exemple. Bon. Et aussi à la vie quotidienne. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Qu'est-ce que c'est que les pleurs? Pourquoi est-ce que les hommes ne doivent pas pleurer? Et pourquoi est-ce que les femmes pleurent? C'était comme ça, autrefois. Il y a eu des histoires des larmes, pour vous donner un exemple. Autrement dit, un renouvellement de l'histoire elle-même, qui a posé des nouvelles questions, et ces nouvelles questions, beaucoup plus larges, hein, qui quittaient le terrain de la guerre, des batailles, de la politique, etc., étaient favorables à des questions sur l'histoire des femmes. Et puis le troisième facteur, évidemment, essentiel, ça a été le mouvement des femmes. Le mouvement des femmes des années 70, le mouvement de libération des femmes, comme on dit, qui est large, hein, il faut bien dire qu'il y a toutes sortes de groupes, toutes sortes de tendances, etc., mais il y a un mouvement général qui se produit à ce moment-là. Bien entendu, la revendication de ce mouvement, ce n'est pas du tout qui est de l'histoire des femmes, c'était tout à fait autre chose, c'est les droits des femmes. Alors là, on va y venir tout à l'heure, et notamment les droits du corps des femmes. Hein. Ai-je besoin de rappeler que ça a été les grands moments pour le droit à l'accès à la contraception, qui avait été déjà voté en 67, mais enfin personne ne le savait vraiment, et le droit à l'interruption volontaire de grossesse, le droit à l'avortement, puis toutes sortes d'autres choses. Mais on va peut-être en reparler dans un instant. Alors, ce mouvement de libération des femmes, qui a été très important, très intense, et j'allais dire, pour une fois, j'exagère un peu, assez populaire, parce que le féminisme a souvent été l'œuvre plutôt j'allais dire d'intellectuels ou de classe moyenne, enfin bon. Mais là, il y avait une véritable revendication populaire parce que c'était surtout les femmes, au fond, des classes populaires qui étaient les plus désemparées devant le problème des naissances non désirées et par conséquent la question de l'avortement. Donc les revendications, les manifestations qui ont eu lieu à ce moment-là ont eu un large retentissement, un large écho et ont abouti à la loi Veil de 1974-75, dont on reparlera peut-être si on reparle un petit peu des droits des femmes. Alors ce mouvement, c'est un mouvement pour les droits, bien entendu, mais il a toutes sortes d'effets autres, et il a notamment un effet sur les questions que l'on pose à l'histoire. Les femmes engagées dans ces mouvements, et j'en ai fait partie, se disaient, mais au fond, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui se passe au juste? D'où viennent ces revendications? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ces droits, etc., etc. Et il y a eu un désir d'histoire, un besoin d'histoire, et à ce moment-là, les femmes qui étaient en poste à l'université et qui étaient plutôt engagées, quand elles étaient engagées, mais il y avait beaucoup de femmes engagées à différents titres naturellement, dans ces mouvements, se sont dit, et moi dans mon métier, dans ce que je fais, pourquoi je ne parle pas des femmes? C'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'étais à ce moment-là, je venais d'être nommé professeur à l'université Jussieu Paris 7, où j'étais maître de conf avant, puis j'ai passé ma thèse, tout ça, je passe sur ces éléments personnels, et j'étais au fond un jeune, pas si jeune, mais en titre, jeune professeur à l'université Paris 7. Et avec des collègues et amis, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'on fait sur les femmes dans notre métier? Qu'est-ce qu'on dit en histoire? Rien. Eh bien, nous allons, et M. le maire a bien voulu le rappeler tout à l'heure, en effet, en 1973, nous avons proposé à nos collègues, on a dit voilà, nous on voudrait faire un cours sur l'histoire des femmes. On n'était d'ailleurs pas tellement sûr
que les femmes avaient vraiment une histoire. Il faut dire à quel point on était complètement... c'était obscur. On va poser comme question, les femmes ont-elles une histoire? Bon. Ça a été une année absolument formidable, où, comme on n'avait pas de matériaux, on n'avait rien, on a invité des gens qui étaient un peu plus en avance quand même, des sociologues, des anthropologues. Alors ils ne nous parlaient pas absolument d'histoire, ils nous parlaient de ce qu'ils cherchaient, de ce qu'ils faisaient. Mais ça nous a donné évidemment beaucoup d'idées, et on a commencé nous-mêmes alors à faire des recherches, etc. etc. Bon, je veux passer là-dessus, mais ça a été le début, parce que ce que je vous raconte pour moi, à Jussieu, pour mes collègues, ça s'est passé ailleurs. Ça s'est passé à Aix-en-Provence, par exemple, autour d'Yvonne Knibieler. Ça s'est passé à Toulouse, ça s'est passé à Rennes. Il y a eu comme ça plusieurs universités qui, à peu près au même moment, ont lancé comme ça des cours sur l'histoire des femmes et des recherches. Alors, pour les recherches, ça s'est formidablement développé. En 10 ans, il y avait une demande énorme. Par exemple, quand les étudiants aussi, ça les intéressait, mais quand même moins que les jeunes femmes, elles venaient me trouver en me disant « mais moi j'aimerais bien travailler sur les femmes, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Alors bon, on trouvait des sujets, on allait voir des sources, etc. Et il s'est soutenu des maîtrises, des thèses, etc. Il s'est ce qu'on pourrait appeler une accumulation primitive. C'est-à-dire qu'on a commencé à accumuler des travaux de plus en plus. On a fait des colloques. Par exemple, en 1984, 3 ou 4, je ne sais plus, on avait fait un colloque dans le Midi, tout près d'Aix-en-Provence. Et cette fois-ci, on disait « Une histoire des femmes est-elle possible ?» Vous voyez, on avait déjà changé par rapport au premier titre. Les femmes ont une histoire, mais est-elle possible? Alors là, on a eu beaucoup débattu de questions de méthode, de questions, etc. Et puis, 10 ans plus tard, en 91-92, donc vous voyez, on a publié l'histoire des femmes en Occident, auquel M. Le Maire a bien voulu aussi faire allusion, et qui a été... Alors, vous voyez, on pouvait déjà l'écrire, cette histoire, parce que depuis 1973, déjà pas 20 ans, mais enfin 15 ans, s'était déjà écoulé, il y avait eu beaucoup de recherches, beaucoup de colloques, etc. etc. Et ce n'est pas nous d'ailleurs qui avions... Nous étions un peu timides, je veux dire qu'on se disait, oh là là, non, un truc comme ça, on ne pourra pas, c'est trop tôt, on n'y arrivera jamais. Et puis, un éditeur, d'un côté, Georges Duby, grand historien médiéviste, qui lui-même était très passionné par l'histoire des femmes, nous a proposé, est-ce que vous n'écririez pas une storia delle donne, parce que c'était un Italien. Alors on lui a répondu, on a réfléchi beaucoup, je ne vais pas vous raconter tout ça, on a fini par dire oui, après avoir beaucoup hésité, et puis on lui a dit, oui mais attention, nous c'est pas della donna, c'est delle donne, c'est-à-dire les femmes, pas la femme. La femme, non, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît que les femmes, absolument. Bon voilà, alors on l'a réalisé, 5 volumes, il se trouve qu'on avait une petite équipe qui se réunissait très régulièrement pour nous, pour nous-mêmes, on avait besoin d'apprendre des tas de choses, alors notamment les travaux américains. Il y avait beaucoup de travaux, les Américaines étaient beaucoup plus en avance que nous à cette époque-là. Donc, lire les travaux, s'approprier les problématiques, etc., etc. Donc, on était une équipe. Et il se trouvait que cette équipe, il y avait une Pauline Schmitt, qui était spécialiste de l'Antiquité, Christiane Clapiche, spécialiste du Moyen-Âge, Arlette Farge pour l'époque moderne, Geneviève Fraisse, avec laquelle j'ai dirigé le volume 19e, Françoise Thébault, qui est une des meilleures spécialistes de l'histoire des femmes pendant la guerre, la guerre de 14-18. Voilà, on avait donc une équipe, et cette équipe s'entendait très bien, donc on a réalisé ça, et on y est arrivé à notre grand étonnement, je vous dirais. On ne pensait pas du tout qu'on arriverait à faire ça, et puis, comme c'était la première histoire des femmes en Occident, au début on avait appelé ça histoire des femmes. Et puis un jour, avec ma collègue et amie Pauline Schmitt, comme
le bruit commençait à courir un petit peu, qu'il y avait une histoire des femmes en préparation, ça paraissait extraordinaire quand même à l'époque. On avait été invité à Genève à présenter ça à l'université. On avait dit, bah, attention, c'est pas fini, on est en cours, ça fait rien, venez nous parler du projet. Alors on y a été, on a parlé du projet, et puis pendant la discussion, c'était une salle un petit peu comme ça, si vous voulez, un jeune homme lève la main et nous dit, mais vous appelez ça histoire des femmes, mais en fait, vous parlez des femmes chez vous, hein, chez vous dans le monde occidental. Lui-même était très probablement d'origine maghrébine. Il nous dit, mais c'est pas, vous ne pouvez pas généraliser comme ça. Alors on a réfléchi toutes les deux, Pauline et moi, on a beaucoup discuté, on a dit, il a raison, il a raison. Et on a téléphoné à Duby à tout le monde, et on a dit, voilà, il faudrait appeler ça Histoire des femmes en Occident. Et c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, par la suite, on a évidemment souhaité, et ça s'est parfois réalisé, que les femmes du Japon, les femmes, il y a une histoire des femmes au Japon, que l'histoire, que dans d'autres pays, les gens, les femmes, les hommes aussi, fassent pour eux, qu'ils prennent leurs matériaux et puis qu'ils fassent ces histoires. Mais au fond, c'était mieux de faire comme ça parce que ça, pour nous, c'était d'ailleurs beaucoup plus aisé parce qu'on ne connaissait pas l'histoire des femmes en Chine. C'est très difficile, hein, très compliqué. On connaissait ce qui s'était passé en Occident. Donc comme ça, c'était clair. Voilà, alors voilà en gros comment s'est passée cette histoire de l'histoire des femmes, si vous voulez. Alors, cette histoire des femmes, elle a changé pendant tout ce temps-là. C'est-à-dire que là aussi, on n'a pas traité des mêmes choses au début et à la fin. Les questions changeaient. Par exemple, au début, notre seul souci, dans le fond, c'était de rendre les femmes visibles. Voilà. Hein. Rompre le silence. Sortir les femmes de la nuit, de l'ombre, hein, que ce soit par des biographies, que ce soit par des études de groupe, paysannes, dans tel village, dans tel lieu, etc. etc. Donc, rendre visible, c'était ça surtout. Et puis, en même temps, quand même, notre problématique à ce moment-là était un petit peu de ce qu'on a appelé ensuite domination masculine. C'était le grand terme qu'il y avait à ce moment-là, les problèmes de la hiérarchie des sexes et du fait qu'il y avait toujours eu, Françoise Héritier, qui est anthropologue, le dit très très bien, depuis les origines de l'humanité, il y a toujours eu une hiérarchie des sexes et une valeur différente des sexes, valence différentielle des sexes, comme dit Françoise Héritier. Homme plus, femme moins. Alors nous, ce que nous voulions voir en historienne, c'était comment cette domination masculine qui nous paraissait en effet évidente, s'était organisée selon les époques. Hein. Comment au Moyen-Âge, dans un couvent, ou bien à la cour, ou bien dans la famille, naturellement, comment cette hiérarchie des sexes existait, et était organisée, en quelque sorte. Alors ça, on l'a fait beaucoup, ça continue d'ailleurs toujours beaucoup, mais l'inconvénient, c'est que c'était toujours tout de même un petit peu les femmes victimes. Alors il y a eu un moment donné, on en a eu assez. On se dit, mais enfin, les femmes ne sont pas que victimes. Hein. D'ailleurs, on voyait bien qu'elles n'étaient pas victimes. On voyait bien que même quand elles étaient dans un système de domination, elles s'arrangeaient pour avoir du pouvoir, pour des contre-pouvoirs, pour se ménager des espaces à elles, pour arranger leur vie. Les femmes n'ont jamais été passives, jamais. Et ça, on le voyait très très bien. Enfin, on voyait très bien qu'elles aménageaient leur existence finalement, et que très souvent elles conquéraient des pouvoirs extrêmement importants. Donc on est allé vers des problématiques qui ne supprimaient pas la première, mais qui étaient la culture des femmes. C'est pas ? Les femmes, dans leur culture rurale, leur culture urbaine, dans tel milieu, qu'est-ce qu'elles produisent, y compris, je ne sais pas moi, la couture, qu'est-ce que ça pouvait représenter
que le linge pour les femmes. Hein. Le linge, ça a été quand même un soin et un plaisir des femmes aussi. Toutes ces choses-là, c'est plusieurs dimensions. Il y a la dimension du travail, puis il y a aussi la dimension du plaisir. Et les femmes ont trouvé beaucoup de plaisir souvent à manier des tissus, à faire des belles choses, en quelque sorte. Donc, la culture des femmes dans toutes ces dimensions. Hein. Je parle de ça, mais je pourrais parler évidemment de beaucoup d'autres choses. Et puis, et ça va un petit peu ensemble, finalement, les femmes actrices. Les femmes, pas seulement, en effet, pas passives, mais actrices de l'histoire, à tous les niveaux, par exemple dans la famille. Hein, qu'est-ce que c'est qu'être une mère? Qu'est-ce que c'est qu'être une veuve? Hein, quel changement ça représente dans les pouvoirs, à telle ou telle époque, bien entendu, toujours ça, les choses varient beaucoup selon les époques. Dans la cité, alors là, ça pose un problème dont on va parler, la question du pouvoir politique des femmes. Hein. Pourquoi est-ce que les femmes ont eu tant de difficultés à obtenir un pouvoir politique et des droits politiques? Mais est-ce que, même si elles n'ont pas de pouvoir politique, est-ce qu'elles n'ont pas d'autres types de pouvoirs dans la cité? Et par exemple, pour les 19e siècle, on avait vu que les femmes étaient beaucoup dans les œuvres de charité. Très souvent, on les investissait de la charité. Les hommes eux-mêmes, quand ils avaient un petit peu de pouvoir, leur demandaient de s'occuper un peu des pauvres. Et les femmes avaient construit une action sociale, au fond, importante, par laquelle elles avaient connu d'autres milieux. Hein, d'autres milieux, et très souvent, elles avaient été dans la bourgeoisie, mettons, du 19e siècle, petite, moyenne ou grande bourgeoisie, elles avaient été des antennes, un petit peu, du social. Et ça avait eu de l'importance. Elles avaient souvent alerté sur les problèmes qu'il pouvait y avoir dans le social. Il y en a qui ne s'intéressaient évidemment pas du tout à ça, mais il y a des femmes qui se sont beaucoup investies dans le social et qui ont joué un rôle important. Donc, les femmes actrices, et puis naturellement, les femmes, le féminisme. Si on définit le féminisme comme mouvement des femmes pour l'égalité des sexes, on peut dire que ça commence à se manifester surtout à partir de la Révolution française, surtout. Hein. Et à partir de ce moment-là, on voit des femmes isolées, pensez à Olympe de Gouges, on va peut-être en dire un mot, hein, et puis progressivement des groupes généralement assez fugaces, assez temporaires, parce que le féminisme, au fond, n'a jamais été organisé, évidemment jamais en partie, mais même pour avoir des associations assez stables, ça a été long, hein, très long. Donc, les féministes, je dis les parce que souvent, il y avait les femmes n'étaient pas d'accord, les féministes n'étaient pas d'accord, mais il y avait quand même un accord en général pour l'égalité. Ça, c'était quand même quelque chose qui... tout le monde ne revendiquait pas la même chose, mais il y avait quand même une unité pour demander l'égalité. Alors ça, c'est un champ formidable. C'est tout à fait passionnant de voir comment, depuis la fin du XVIIIe, la Révolution française, le XIXe, le XXe, etc., comment les femmes ont revendiqué, se sont organisées. On voit surgir des quantités de figures oubliées dont personne ne parle. Hein. Maintenant, on en parle un peu, mais vous savez, même Olympe de Gouges, il a fallu vraiment arriver aux dernières années pour que les gens sachent un petit peu qui pouvait être Olympe de Gouges. Et peut-être que d'ailleurs tout le monde ici ne sait pas qui est Olympe de Gouges, mais je vais pouvoir vous en dire un mot. Donc, l'histoire des femmes a changé, elle s'est élargie beaucoup, hein, elle a pris en compte, j'ai cité là des féministes, mais il y a aussi les femmes créatrices. Ça, c'est très intéressant. Les femmes créatrices. Il y a toujours eu des femmes écrivains, comme on disait, écrivaines, comme on dit maintenant. Hein. Et donc, nos collègues et amis littéraires de ces années-là, 70, 80 et après, se sont mis à travailler sur des femmes un peu oubliées dans le domaine. Marceline Desbordes-Valmore, oui d'accord, tout le monde savait que c'était une grande poétesse, mais enfin on ne l'avait pas quand même étudiée tant que ça. George Sand, tout le monde la connaît,
mais elle n'est pas tellement dans les programmes scolaires, alors qu'elle a une œuvre absolument magnifique. Et on la réduit toujours à des romans paysans, soi-disant à l'eau de rose, mais ce n'est pas du tout ça. Donc, il y a eu, de la part de toutes sortes de littéraires, un mouvement pour relire, faire réapparaître les femmes auteurs. Je pense à Christine Planté, Martine Reid et beaucoup d'autres. Et ça a été la même chose du côté des femmes musiciennes. Chez les musiciennes, il y a eu le même désir, l'idée, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des femmes compositrices? Et s'il n'y en a pas, s'il y en a, pourquoi on n'en parle pas, hein? Et s'il n'y en a pas, pourquoi? Étant donné que les femmes sont, on leur fait toujours jouer de la musique, elles sont plutôt assez douées pour tout ça, pourquoi est-ce qu'elles ne sont qu'exécutantes et pas créatrices? Alors il y a eu là aussi des recherches, des découvertes, une association Femmes et Musique qui est tout à fait remarquable, des livres qui ont été publiés et on a trouvé des tas de choses. On a trouvé des tas de choses, des tas de compositrices tout à fait passionnantes, et puis surtout, on a réfléchi au rapport masculin-féminin dans le domaine de la composition musicale, l'exécution, etc. Autrement dit, c'est tout un champ très, très intéressant qui s'est développé dans ce domaine-là. Je pourrais naturellement multiplier les exemples. Dans le cinéma, les femmes productrices de films, pas seulement actrices, mais productrices, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Donc, un immense champ de recherche qui n'a cessé de se développer, d'avoir des points de découverte très, très multiples, et qui en même temps a changé aussi dans sa problématique. Parce qu'au début, je vous disais, c'était rendre visible. Hein. Et puis, plus ça allait, plus on réfléchissait à des problèmes plus complexes, comme celui de la domination masculine, tout ça. Et puis, on s'est posé le problème qu'on appelle maintenant le genre. Vous en avez certainement entendu parler, parce que ça a été l'objet de débats. Alors, le genre, qu'est-ce que c'est? Le genre, c'est la différence des sexes, hein, tout simplement. Mais la différence des sexes, généralement, ceux qui utilisent l'outil du genre, produit cette différence telle qu'elle est produite par la culture et par l'histoire. C'est l'idée de Simone de Beauvoir, la phrase fameuse de Simone de Beauvoir, « on ne naît pas femme, on le devient ». Et finalement, féminité comme virilité, d'ailleurs, masculinité, pourrait-on dire, ce sont plutôt des produits des cultures et des produits de l'histoire. Donc on peut les analyser, les déconstruire, voir comment ça s'est produit. Alors cette problématique du genre, elle s'est surtout développée à partir des années 85-90, hein, surtout à ce moment-là. Chez les historiennes, il y a eu un article très, très important de John Scott, qui est une historienne américaine avec laquelle on travaillait beaucoup, en 86, qui a été traduit en 88, et à partir de ce moment-là, on voit un peu partout une réflexion dans les universités qui s'amorce là-dessus. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert, le genre? Ça sert à plusieurs choses. D'abord, ça sert à problématiser davantage, à ne pas être purement descriptif, mais à être plus analytique et à poser des problèmes, pas uniquement étudier les femmes, mais quand on étudie une époque, voir les rapports masculins-féminins ensemble, au même moment. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que, par exemple, si vous racontez l'histoire des femmes en ne voyant que les femmes, il y a plutôt tendance à montrer une courbe linéaire qui va vers le progrès. Si vous prenez les rapports masculins-féminins à toutes les époques, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les choses se déplacent différemment et on voit que la différence se déplace, mais elle ne s'abolit pas non plus. Et donc, prendre hommes et femmes ensemble, différence des sexes par conséquent, c'est une problématique en effet intéressante. D'autre part, cette problématique a l'avantage de parler davantage aux hommes. Parce que les hommes, même quand ils étaient tout à fait attentifs, même intéressés par l'histoire des femmes, avaient quand même tendance à se reculer un petit peu sur la pointe des pieds, hein, en disant, après tout, c'est leur affaire. Hein, et nous, on ne va pas aller se mêler de ça.
À partir du moment où on pose la question de la différence des sexes, ça pose la question de la construction de la virilité, hein, qui est un problème tout aussi intéressant et même fondamental que celui de la construction de la féminité. D'ailleurs, nos collègues masculins, parmi les plus illustres, ont écrit, il y a 3-4 ans maintenant, une grande histoire de la virilité. Alain Corbin, hein, bien connu, Georges Vigarello et quelques autres ont écrit en 3 volumes une histoire de la virilité de l'Antiquité à nos jours, qui est d'une certaine manière un petit peu une réponse à notre histoire des femmes en Occident. Pas la même chose. Mais ils s'y réfèrent beaucoup d'ailleurs. Ils disent les femmes ont fait ça, nous maintenant on écrit une histoire de la virilité. Mais c'est une histoire de la virilité. De toute façon, on ne peut pas écrire l'histoire des hommes. Parce que les hommes, c'est toute l'histoire en définitive. Mais la virilité, c'est tout à fait autre chose. C'est comment est-ce que la construction de l'identité virile se fait à travers le temps. À quel moment est-ce qu'elle est plus importante que d'autres? Quels sont les instruments employés pour la construire? Le rôle de la guerre, le rôle des armes, le rôle du sport, que sais-je, et beaucoup d'autres choses. Et puis, dernière chose, c'est aussi poser la question, quand on pose la question du genre, de la diversité des sexualités. L'homosexualité et l'hétérosexualité sont 2 réalités. L'hétérosexualité est majoritaire, mais l'homosexualité est une réalité et un choix de la différence des sexes depuis fort longtemps, et qui n'a cessé de s'affirmer dans nos sociétés depuis environ la Libération notamment. C'était très tabou encore au moment de la Libération, et les homosexuels ont conquis progressivement, sont un peu eux aussi sortis un petit peu de l'ombre, je dirais notamment peut-être en raison du sida, parce que le sida a fait que à ce moment-là on a parlé vraiment de l'homosexualité, et les homosexuels se sont montrés extrêmement responsables dans la gestion du sida, et ça a changé complètement leur place dans la société. Donc le genre, ça permet d'englober au-delà, si vous voulez, les femmes bien sûr, mais autrement et avec des options plus larges. Il y a des problématiques diverses et variées qui peuvent se présenter à travers ça. Ceci dit, il ne faut pas oublier la bonne vieille histoire des femmes. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'avec tout ça, il y a d'ailleurs de mes amis qui n'étaient pas toujours très contents qu'on s'en aille de l'histoire des femmes vers l'histoire du genre, et il y en a qui disent, vous allez voir, hein, avec tout ça, une fois de plus, on ne va plus travailler sur les femmes, on ne va plus étudier les femmes elles-mêmes, donc on peut, tout en incorporant ces problématiques très riches, je pense qu'il est légitime et nécessaire même de continuer à travailler sur les femmes, tout simplement, de biographie, groupe, etc. Alors, voilà à peu près ce que je voulais vous dire, et comme vous aviez prévu que je vous parle des droits des femmes, je vais vous parler des droits des femmes. Deuxième volet de cet entretien, les droits des femmes. Alors, les droits des femmes. D'abord, il faut faire peut-être une première remarque qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Il ne faut pas croire que l'idée d'égalité, qui pour nous, aujourd'hui, est fondamentale, au cœur des droits des femmes, elle a toujours existé. Pas du tout. Pas du tout. L'inégalité des sexes, c'est ça qui était, pour les gens d'autrefois, des siècles passés, c'était ça qui était l'évidence. L'évidence, c'était que les 2 sexes étaient inégaux. Voilà, c'était comme ça, et voilà. Et quand est-ce qu'on a commencé à poser la question de l'égalité? Eh bien, au XVIIe siècle. C'est au XVIIe siècle que Descartes, mathématicien et physicien, a déclaré un jour « La science n'a pas de sexe ». La science n'a pas de sexe. Voilà. Autrement dit, aux yeux de la science, les hommes et les femmes, c'est la même chose. Il a développé ça un petit peu. Et il a eu à sa suite
quelques disciples, philosophes, par exemple Poulain de la Barre, P-O-U-2-L-A-I-N, de la Barre, etc., qui ont essayé de réfléchir à ce problème en termes plus philosophiques. Poulain de la Barre a publié vers 1667, quelque chose comme ça, un livre qui s'appelle « De l'égalité des sexes ». Et dans ce livre « De l'égalité des sexes », Poulain de la Barre reprenait un peu ce qu'avait dit Descartes sur le plan plus social, si vous voulez. Et il disait, mais oui, pourquoi est-ce que les femmes seraient inférieures aux hommes? Non, il n'y a aucune raison. Et de montrer que la nature ne disait rien à ce sujet. On pouvait être différent, mais est-ce que la différence signifiait l'inégalité? Non. À partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque d'ailleurs la querelle des sexes. La querelle des sexes. Il y a eu plein de gens qui ont écrit là-dessus. On a vu paraître toutes sortes de traités d'hommes, de femmes aussi. Il y a une certaine Marie Gournay qui a publié quelque chose à ce moment-là. Et la question de l'égalité des sexes est devenue quelque chose dont on débat, et ce qui est devenu, pas suspect, mais bizarre, c'est l'inégalité. On a commencé à changer de représentation et d'idées. Alors ça, c'est très important, parce qu'à partir du moment où l'inégalité n'est plus l'évidence, mais devient au contraire quelque chose à interroger, ça veut dire que la question des droits se pose. Tant qu'on dit que les deux sexes sont hiérarchisés et inégaux, il est normal qu'ils n'aient pas les mêmes droits. Bien sûr, si les hommes sont supérieurs aux femmes, évidemment, c'est à eux de diriger, c'est à eux d'avoir le pouvoir, etc. Bon. Et les femmes sont plutôt dans le domaine de la protection. Les femmes, on les protège, mais on ne leur donne pas les pouvoirs, en quelque sorte. Bon, à partir du moment où on ne pense plus comme ça, alors ça devient totalement différent, et la question des droits est liée à cette représentation de l'égalité. Alors ceci étant, pour qu'on passe de la théorie, encore très timide, à la pratique, il faut énormément de temps. Il faut énormément de temps parce que les gens mettent beaucoup de temps, même les femmes elles-mêmes, à dire, mais oui, nous sommes égales, donc nous avons nos droits, et il faut les demander, nos droits. Et la société tout entière n'est pas prête non plus à ça. Donc il faudra beaucoup de temps. Je vous en donne juste un exemple. La Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Texte magnifique sur lequel nous vivons toujours. Bon, homme étant ici, il ne faut pas leur faire de mauvais procès, entendu au sens d'être humain. Au point que maintenant on dit la déclaration des droits des êtres humains, dans la charte de l'ONU, tout ça, on emploie l'expression êtres humains, pour qu'il soit bien clair qu'il ne s'agit pas de vir. Homo et vir, ce n'est pas la même chose. Homo, c'est l'être humain, et vir, c'est l'homme dans sa masculinité. Bon, alors, prenons la Révolution française. La Révolution française donne aux femmes un certain nombre de droits civils. Par exemple, le mariage devient un contrat où les hommes et les femmes sont en principe égaux, ou tout au moins il faut le consentement des femmes pour qu'il y ait un mariage. Bon. Deuxièmement, les garçons et les filles héritent de leurs parents également. Ça, vous savez, c'est une révolution. Parce que dans la France d'Ancien Régime, il y avait des coutumes, ce qu'on appelait des coutumes, il y en avait plusieurs, il y en avait au moins 5 ou 6 sur l'ensemble du territoire français, et les coutumes étaient toutes inégalitaires, très inégalitaires, plus ou moins inégalitaires. La pire de toutes, c'était la coutume normande. En Normandie, les femmes n'avaient aucun droit, mais alors aucun, absolument aucun. Par exemple, si une fille naît la première, puis elle a un garçon, il y a un fils après, c'est le garçon qui hérite de tout, absolument de tout.
etc. Bon, et beaucoup d'autres choses comme ça. Alors, la Révolution française donne des droits civils, mais elle ne donne pas de droits politiques. Sieyès, grand homme de la Révolution, organise le droit de vote. Il distingue les actifs et les passifs. Les citoyens actifs, les citoyens passifs. Les citoyens actifs sont ceux qui exerceront les différentes formes de pouvoir municipaux, régions, il n'y en avait pas, mais il y avait des départements, etc., etc. Et les passifs, c'est ceux qui auront droit à la protection de leur personne et de leurs biens, mais qui n'exerceront pas aucun pouvoir. Alors Sieyès dit, parmi les passifs, il va y avoir les mineurs, c'est normal, hein, les enfants, bon, tout dépend à quel niveau, évidemment, on met la frontière de la minorité. Les étrangers, il faudra qu'ils deviennent citoyens français pour exercer les droits. Bon, d'accord. Les très pauvres, parce que les très pauvres, ils sont ignorants, donc ils ne savent pas, ils ne peuvent pas exercer les droits. Bon. Les fous, parce que si on est fou, on ne peut pas raisonnablement exercer le pouvoir. Bon, toutes ces catégories-là se discutent, bien sûr. Mais, dernière catégorie, toutes les femmes. Sieyès dit toutes les femmes seront parmi les citoyens passifs. Alors là, on voit que la différence des sexes continue, hein, et que l'idée d'égalité n'a pas pénétré. Ceci dit, Sieyès ajoutait les femmes, du moins dans l'état actuel. Ce qui est une petite fenêtre ouverte vers l'idée que ça pourrait tout de même changer. C'est tout à fait intéressant, et on a évidemment beaucoup glosé sur ce, du moins dans l'état actuel. Donc, il faut du temps pour conquérir des droits, et la Révolution française en est évidemment un exemple intéressant. Alors maintenant, si vous voulez, les femmes, elles ont cherché à avoir leurs droits, et on peut rapidement passer en revue les différents types de droits qu'elles ont voulu et comment ça a évolué. Un des premiers droits qu'elles ont voulu, et ça vraiment, ça vient de très loin, c'est le droit à l'instruction. George Sand, au XIXe siècle, disait « Le manque d'instruction des femmes est le plus grand crime des hommes à leur égard. » Bon, elle était convaincue que ça, c'était véritablement quelque chose de terrible, de terriblement néfaste. Donc, les femmes ont toujours cherché à acquérir de l'instruction. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'instruction des filles, ça serait beaucoup trop long. Bon, elles en ont acquis progressivement, mais il faut reconnaître que c'était difficile quand même. Par exemple, quand Guizot, qui est un ministre de Louis-Philippe, à l'époque de la monarchie de Juillet, Guizot dit « Il faudra que toutes les communes de plus de 5000 habitants, ouvrent obligatoirement une école de garçons. » De garçons. Guizot ne parle jamais, et aucun de ses collègues, des filles. Les filles, c'était l'Église. C'était l'Église qui était l'éducatrice des filles. Tout le monde trouvait ça très bien, parce que dans les ouvroirs, on apprenait un petit peu de catéchisme, et un petit peu à lire et à écrire quand même. Les filles apprenaient un petit peu de choses, elles savaient un peu de choses, et surtout à coudre. Les ouvroirs, c'était surtout pour la couture. Puis les travails ménagers, les qualités ménagères. Donc, les filles, il a fallu longtemps pour qu'on s'occupe, que l'État s'occupe véritablement des filles. Ça commence à changer sous le Second Empire. Sous le Second Empire, on a commencé à ouvrir des cours secondaires pour les filles. Hein. Et puis, ça a été surtout la République. La Troisième République, Jules Ferry, l'école primaire, gratuite, laïque, obligatoire pour les deux sexes, jusqu'à 12 ans. Alors là, on est dans l'égalité. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Attention, les filles, en 1881, qui est la date de la loi Ferry,
ça avait déjà l'écart entre... Il y avait un fort écart entre garçons et filles. Hein, mais cet écart se réduisait. On voyait que dans les familles, on voulait quand même que les filles apprennent à lire et à écrire et on les envoyait à l'école des sœurs. Bon, et elles apprenaient quand même. Là, malgré tout, c'est dans le droit. Voilà. Non seulement c'est le droit, mais c'est obligatoire. Alors ça change beaucoup de choses. Dans le domaine secondaire, ça va suivre, mais regardez comme ça suit lentement. Pour aller vite, c'est seulement en 1924, c'est vieux, mais pas si vieux quand même, qu'il y a un même baccalauréat, le même baccalauréat pour les filles et les garçons. Avant 1924, vous aviez un baccalauréat pour les filles qui était sans latin. Le latin n'avait jamais été ouvert aux filles parce que c'était la langue de l'Église, la langue sacrée en quelque sorte, et avec très peu de sciences. Ce qui fait que le baccalauréat étant la condition nécessaire et suffisante pour entrer à l'université, bah, les filles ne rentraient pas à l'université, il y avait très peu d'étudiants. Il a fallu 1924 pour véritablement ouvrir aux filles les portes de l'université, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. On les a vus arriver. Alors là, on sent qu'il y avait une demande des familles, dans les classes moyennes notamment. Voilà. Donc, instruction, et tout ça, l'égalité dans l'instruction, au fond, l'accès à toutes les grandes écoles, ça s'achève seulement dans les années 1970-80, quand Polytechnique, par exemple, s'ouvre aux filles, et que toutes les écoles d'ingénieurs s'ouvrent aux filles, etc., etc., avec d'ailleurs beaucoup de résistance, avec des inégalités de période, et le fait qu'il en reste quelque chose dans les mentalités, par exemple sur les filières. Hein, par exemple, les filières scientifiques, bien qu'étant également ouvertes aux filles et aux garçons, il y a toujours un déficit de filles, mais ça tient à des quantités de raisons que l'on pourra voir après. Donc, instruction, ça c'est vraiment important, les questions de l'instruction et les lois sur l'instruction. Alors, un deuxième domaine, le travail. Le travail, les femmes ont toujours travaillé, bon, ça évidemment, ça va de soi. Mais le travail domestique était un travail au fond invisible, non rémunéré. C'est le travail domestique et c'est comme ça. Bon. Et par conséquent, souvent, pas toujours bien reconnu malgré tout. Hein. On ne se rendait pas compte de ce que les femmes pouvaient travailler, faire. Et les femmes ont eu pas mal de difficultés à accéder au salaire, au salariat. Les femmes étaient du côté du don. Hein, le don, c'est le don en nature, en quelque sorte. Mais le salaire, le fait qu'elle soit payée, ça c'était masculin. Bon. Et quand les femmes ont commencé à vouloir apporter un salaire, on disait souvent que c'était un salaire d'appoint. C'est-à-dire qu'elles apportaient un plus, un petit quelque chose, mais quand même le salaire essentiel, c'était le salaire masculin. Et du coup, les femmes avaient un peu un salaire de statut, c'est-à-dire un salaire lié à leur qualité de femme, au fait qu'elles étaient des femmes, et bien moindre. Même à travail égal, dans les premières usines, tout ça. On observe en général que le salaire des femmes, c'est 50% en moins. Alors ça, c'est amenuisé au cours du temps, mais vous savez qu'aujourd'hui encore, à travail égal, il y a encore 12% sur l'ensemble de la France d'écart pour un travail égal entre hommes et femmes. Alors bien entendu, il faut faire attention, il faut bien distinguer le salaire, l'écart entre le salaire des hommes et le salaire des femmes est beaucoup plus que de 12%. Mais ça dépend des métiers. Les femmes, elles exercent dans notre société des métiers considérés comme moins qualifiés. Les femmes aujourd'hui ont un taux d'activité très élevé, presque égal à celui des hommes, pas tout à fait, mais presque, mais elles travaillent dans 20% seulement des métiers. Elles sont concentrées dans seulement 20% des métiers
et généralement des métiers moins payés. Je sais pas moi, l'enseignement, les soins à domicile, les soins dans les hôpitaux, enfin, ce qu'on appelle les métiers féminins, hein, et qui sont souvent des métiers moins payés. Donc, difficulté des femmes à accéder au salaire et évidemment à accéder à l'égalité des salaires. Et là, les lois qui vont progressivement leur permettre d'avoir cette égalité des salaires sont très tardives. La première loi qui dit quelque chose sur le salaire des femmes est une loi de 1907 qui ne parle pas d'ailleurs du taux de salaire des femmes, qui dit que les femmes mariées auront le droit de toucher directement et personnellement leur salaire. Ce qui veut dire que jusque-là, non. Une femme travaille en usine, dans un bureau, ce que vous voulez. Théoriquement, c'est à son mari qu'on doit remettre le salaire. Alors bien entendu, dans le quotidien des jours, ça se passait quand même pas toujours comme ça. Il y avait bien des maris qui disaient, écoute, tu vas aller toucher ton salaire. Mais si un jour il voulait dire à sa femme, parce qu'il était en conflit avec elle, désormais, tu n'iras plus toucher ton salaire, c'est moi qui irai le toucher, il en a le droit. Il a donc fallu une loi de 1907 pour ça. Et il a fallu attendre encore bien des années, c'est à peu près vers 1900, je ne sais plus l'année exacte, entre les deux guerres, une loi permettant aux femmes de travailler sans l'accord de leur mari. C'est très tardif. Et enfin, les lois sur l'égalité des salaires sont des lois postérieures à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est en 1946-1947 qu'il y a eu des lois disant à travail égal, les femmes doivent être payées le même salaire que les hommes. 1946-1947. 1946-1947. Après, il y a eu, on a renouvelé ces lois. Il y a eu plusieurs lois qui sont intervenues, un peu plus précises, pour essayer de faire entrer les choses véritablement en mœurs. Théoriquement, maintenant, une femme qui constaterait qu'à travail égal, elle est moins payée que son collègue masculin, a le droit de porter plainte devant les prud'hommes. Pas simplement, on sait bien comment les choses se passent. Elle n'osera peut-être pas le faire. On lui dira, oh mais vous dites que c'est à travail égal, mais non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est ça le problème. Démontrer que le travail est vraiment égal. Alors, ça c'est la croix et la bannière. Donc vous voyez, dans le domaine du travail, du salaire, des différences qui s'amenuisent progressivement, des lois tardives, hein, finalement. Alors, regardons les professions. Les professions, maintenant, il n'y a plus aucune profession qui est fermée aux femmes. Les femmes peuvent, au moins théoriquement, accéder à toutes les professions. Elles peuvent être générales des armées, elles peuvent conduire piloter un avion, etc., etc. Ceci dit, dans la réalité, il faut toujours bien distinguer, et ça c'est très important, il faut bien voir que les lois, c'est très important, c'est essentiel. Il faut se battre pour les lois. Mais que l'application des lois, l'entrée en vigueur des lois, ça suppose du temps, ça suppose aussi beaucoup d'attention de la part des femmes elles-mêmes, hein, de la part des acteurs sociaux, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, on a parlé d'instruction, on a parlé du travail, regardons un petit peu du côté des droits civils. Ça, je vais être très rapide sur les droits civils. Les droits civils, ça a été très difficile d'obtenir l'égalité civile, très difficile. N'oubliez pas le Code Napoléon. Après la Révolution française, Napoléon supprime à peu près tous les droits qui avaient été donnés aux femmes et dit qu'il faut reconstruire la famille. Hein, et reconstruire la famille, c'est l'autorité de l'homme. Voilà. Hein. Napoléon était un homme méridional, corse, bon, culture latine, romaine, droit romain, et en même temps, c'était un homme d'autorité, hein, un soldat, un militaire, etc. Et lui, il était absolument pour... il était très machiste dans le fond, hein, mais il était absolument pour l'autorité masculine, absolument. Le Code Napoléon, George Sand disait,
est un monument d'iniquité. L'infâme Code civil, comme disait George Sand, qui s'est tellement battu contre le Code civil. Il ne reconnaît pratiquement pas de droit aux femmes, surtout quand elles sont mariées. Alors, une femme célibataire, pas la même chose. Hein. Une femme célibataire, d'abord, elle hérite de ses parents, comme normalement, elle choisit sa résidence, etc. Mais dès qu'elle est mariée, alors elle rentre sous l'autorité de l'homme. C'était le mariage qui était, pour Napoléon et pour le Code civil, Napoléon, la clé de la famille, et c'était vraiment l'essentiel, et là il fallait que l'autorité de l'homme soit absolument respectée. Alors vous allez me dire, bon, on pouvait toujours rester célibataire, oui, sans doute, mais c'était quand même pas le destin de la majorité des femmes. Quand vous regardez des statistiques autour de 1900, pour vous donner juste une idée, on constate que 92% des femmes sont mariées. 92%. Autrement dit, il y a 8% de célibataires, c'est tout. Hein. Soit qu'elle les choisisse, soit qu'elle n'ait pas trouvé de mari, enfin ça c'est encore un autre problème. Mais la condition des femmes est majoritairement, à cette époque-là, le mariage officiel, légal, et tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire que le Code civil s'applique à la majorité des femmes. Alors, ceci étant, pour ce qui est des contrats de mariage, il y avait toutes sortes de possibilités, hein, notamment pour ce qui est de la gestion des biens. On pouvait faire séparation des biens, on pouvait parfaitement le faire. On pouvait faire un régime dotal avec des choses qui étaient réservées pour les femmes. Il y avait des possibilités. Mais ceci était vrai pour les familles aisées, qui avaient une idée, qui pensaient d'abord à la fortune de leurs enfants, de leurs filles, mais dans les milieux populaires, où il n'y avait pas de fortune, où il y avait 3 fois rien, on se mariait sous le régime de la communauté. Le régime de la communauté des biens représentait véritablement les 80% des mariages, à peu près. Alors, 80% des mariages. Il y avait communauté des biens dans la campagne, il y avait communauté des biens dans la classe ouvrière, un peu partout. Et du coup, dans la communauté des biens, c'est le père de famille, le mari, qui est le gestionnaire de la communauté des biens. Bien entendu, il y a des quantités de cas où ça se passait très bien, bien sûr, naturellement. Mais dès qu'il y avait conflit, eh bien, c'était toujours du côté du mari, du père, que allaient les droits, et la femme en avait véritablement très peu. Il a fallu attendre le XXe siècle, hein, pour que toutes ces choses soient réformées. C'est seulement en 1938, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, que les femmes ont été reconnues comme personnalités civiles, c'est-à-dire pouvant signer des textes notariés, par exemple, sans le concours de leur mari. Et c'est seulement dans les années 70, 1970, hein, que véritablement les derniers restes du Code civil, avaient été un petit peu érodés quand même au cours du temps, ont été complètement supprimés. C'est quand même quelque chose. Avec aussi quelque chose d'important, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, la réforme du divorce en 1975. Le divorce a été en 1975, on a reconnu le divorce pour consentement mutuel, hein, et ça a été évidemment quelque chose que les femmes demandaient la plupart du temps, car c'est généralement les femmes qui demandaient les divorces beaucoup plus que les hommes. Je pourrais revenir sur ce point si vous voulez. Alors, ça c'est pour les droits civils. Maintenant, les droits politiques et puis les droits du corps. Alors, les droits politiques, on en a déjà parlé. C'est véritablement le môle de résistance le plus dur pour les femmes. Parce que le pouvoir politique, c'est quand même le cœur du pouvoir. Hein. C'est le pouvoir public, c'est la loi, c'est la gestion de la cité. Il avait toujours été entendu que c'est l'affaire des hommes. La philosophie grecque, à Athènes, la démocratie grecque exclut les esclaves, bien sûr, mais aussi toutes les femmes. Et personne n'aurait pensé qu'une femme pouvait exercer un pouvoir quelconque à Athènes, hein, de même à Rome, bon, etc., etc. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Révolution française. Donc, oui, le pouvoir politique résiste.
Et on pourrait dire qu'en France, il résiste particulièrement. Pourquoi? Eh bien parce que, sans doute, il y a au moins deux raisons. Il y a d'abord un legs de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, la loi salique. La loi salique qui date du XIVe siècle, c'est pas si vieux que ça. Ce n'est pas les origines de la royauté. Il y a des juristes, pour des quantités de raisons, qui déclarent qu'en France, désormais, une femme ne pourra pas accéder à la royauté, ne pourra jamais exercer la royauté. À l'époque mérovingienne, il y avait eu des reines mérovingiennes, il y avait eu des reines mérovingiennes. Mais là, terminé. Désormais en France, la femme, la reine, n'est que la femme du roi. Et s'il y a une régence, c'est-à-dire une période de minorité du futur roi, eh bien c'est considéré comme une catastrophe. Absolument. Catherine de Médicis, Dieu sait si on n'a pas raconté les quantités de choses sur Catherine de Médicis. C'est bon, ce qui d'ailleurs l'histoire aujourd'hui lui rend beaucoup plus hommage et raison qu'on a pu le dire dans le passé. Donc, il y a l'héritage de la loi salique. Héritage de la loi salique qui, d'une certaine manière, a été renforcé dans l'esprit des gens par Marie-Antoinette, à laquelle on a attribué beaucoup plus de défauts et de vices qu'elle n'en avait, la pauvre Marie-Antoinette. Pas du tout ce qu'on a pu raconter. Mais on a toujours vu en elle l'Autrichienne, celle qui dépense l'argent, Madame Veto, celle qui s'oppose toujours aux volontés du peuple, etc., etc. Bon, alors, les républicains ont dit, surtout, pas de femmes. On voit bien ce que ça donne quand les femmes arrivent au pouvoir. Ça, c'est une première raison. Mais une deuxième raison, c'est que les républicains ont un sens très fort de la division du public et du privé. Et pour eux, pour qu'une société soit bien gérée, il faut que le public soit masculin et le privé, la famille, les femmes. On va leur donner ça, on va leur laisser ça, en réalité sous le contrôle du mari, bien entendu, code civil. Mais il y a l'idée d'une grande division des rôles, des sphères, des espaces, et comme ça, on aura une société harmonieuse. Il y a des tas de théories là-dessus. Et bien entendu, le politique, ça ne peut être que les hommes. D'abord aussi parce qu'on a tué le roi, on a guillotiné le roi. En faisant ça, on a accompli un geste terrible, sacré, presque de l'ordre du sacrifice sacré, et on a mis à la place du roi le citoyen. Et bien, le sacré ne peut être incarné que par un homme. N'oubliez pas en plus qu'on est dans une France catholique, où le pouvoir des prêtres, et ne peut être que les hommes, il n'y a pas de prêtre-femme. Bon. Alors, le citoyen est une espèce de prêtre laïque, qui gère la République, qui gère la nation, et c'est forcément l'homme. Les femmes, pas question. Alors les femmes ont beaucoup protesté contre ça, beaucoup, et très tôt. Premier exemple, Olympe de Gouges. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1792. Un texte extraordinaire, d'une modernité incroyable, où elle dit les femmes ont bien le droit de monter à l'échafaud, elles doivent avoir le droit de monter à la tribune, c'est-à-dire parler dans les assemblées comme les hommes. Et elle détaille beaucoup, elle développe beaucoup, c'est un texte formidable. Elle a été guillotinée, comme vous le savez, en 1994, pour ça, mais pas seulement, plutôt, à la vérité, plutôt parce qu'elle était girondine, donc hostile aux montagnards, et comme c'était les montagnards à cette époque-là qui avaient le pouvoir, bon, ils avaient tendance à envoyer, c'est l'époque de la terreur, à envoyer à la guillotine les Girondins. Bon, Olympe de Gouges, elle n'a pas été toute seule, il y avait des clubs de femmes, etc. Ensuite, au XIXe siècle, à chaque fois qu'il y a une révolution, on voit les femmes qui disaient nous on veut des droits. Et notamment, on veut des droits politiques. C'est comme ça en 1830, c'est surtout comme ça en 1848. République de 1848.
Deuxième République. Là, il y a des femmes qui véritablement se battent pour obtenir le suffrage qui est proclamé suffrage universel, hein, mais purement masculin. Alors les femmes disent non, universel, bah et nous? Est-ce qu'on n'est pas dans l'universalité? Ah ben non. Non, non. Troisième République, allez, à nouveau, ça redémarre. Les femmes disent, on a Troisième République et nous. Hein. Il y a toutes sortes, il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement des suffragistes, hein, avec des femmes comme Hubertine Auclair, Marguerite Durand, Madeleine Pelletier, je pourrais vous en citer plein, très actives, très organisées, avec des associations, des journaux, du lobbying auprès de certains hommes politiques, avec un certain succès d'ailleurs, puisque à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1913, la Chambre des députés vote, oui, les femmes auront le droit de vote, mais le Sénat refuse. Et c'est la guerre et c'est fini. Et entre les deux guerres, ce même scénario, Assemblée, oui, Sénat, non, va se reproduire 6 fois. Et il faudra attendre la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, etc., pour qu'enfin, en 1944, il y ait une loi qui donne le droit de vote aux femmes, et en 1945, pour qu'enfin elles votent. Et vous savez bien, comme moi, que entre le droit de vote et l'accès au pouvoir représentatif, c'est-à-dire à la Chambre des députés et au Sénat, bien sûr, et ensuite à l'exécutif, c'est-à-dire ministre, président du Conseil et bien entendu président de la République, bon, ben, c'est long. Hein, c'est long. Et on n'y est pas encore. Et on n'y est pas encore. Mais enfin, malgré tout, il y a des progrès incontestables dans le domaine de la parité, ne serait-ce qu'avec la loi sur la parité, et on le voit bien dans les dernières élections, l'obligation d'avoir un homme, une femme pour chaque liste. Ça montre. Alors qu'est-ce que ça va donner après? Ça, c'est encore autre chose. Mais malgré tout, il y a dans le domaine du droit l'idée que oui, bah, c'est normal que les femmes aient des pouvoirs politiques. Mais vous voyez à quel point c'est long, difficile, et avec toujours des obstacles, et toujours, récemment encore, il n'y a pas si longtemps, un certain machisme dans les assemblées parlementaires, et notamment à la Chambre des députés. On pense à la robe bleue de Cécile Duflot, à des histoires comme ça. Enfin, il y a toujours des petits incidents comme ça qui font que les femmes, il faut toujours faire attention, quoi. Voilà. Toujours un petit regard un peu misogyne sur les femmes. Mais enfin, ne boudons pas notre plaisir, il y a quand même pas mal de progrès. Alors, dernière série de droits, les droits sur le corps. Alors, les droits sur le corps, ça c'est une histoire évidemment, j'allais dire, beaucoup plus récente, puisque ce sont les acquis des années 1970 et après. Hein. C'est à partir de 1970 qu'on a véritablement commencé à poser la question du droit des corps des femmes. Et il a fallu que les femmes se battent pour ça. Parce que avant 1970, par exemple, le planning familial. Le planning familial a été créé, il y a eu d'abord Maternité heureuse avec Évelyne Sullereau et la doctoresse Lagroua Veil-Allais, qui est devenue en 1960, si je ne me trompe, le planning familial où quelqu'un comme Simone If, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, a joué un rôle très important. Donc il a fallu que les femmes se battent pour obtenir la contraception. Il ne faut pas oublier que la contraception était absolument interdite, que s'il y avait de la propagande pour la contraception, vous pouviez être traduit devant les tribunaux et vous étiez passif de peine de prison. Il y a eu des mouvements, ceux qu'on appelait les néo-malthusiens, qui étaient pour la restriction des naissances dans la famille. C'était des gens très courageux parce qu'ils se battaient, ils savaient très bien qu'en faisant une propagande pour la limitation des naissances, eh ben, ils allaient, si on les prenait, ils allaient être traduits devant les tribunaux. Une femme comme Madeleine Pelletier, qui était une doctoresse, elle était médecin cette femme-là, et elle avait été une des premières femmes à accéder
à la médecine avant 14, ce qui d'ailleurs est toute une histoire. Mais je passe, on n'a pas le temps. Elle s'est beaucoup battue pour ça, et elle a même publié un livre sur le droit à l'avortement dans les années 1920, ce qui était contraire à la loi. La loi de 1923 renforce même encore pour l'avortement les peines, en quelque sorte. Donc oui, c'était un domaine tabou, un domaine interdit, et il a fallu que les femmes se battent, et d'autres aussi, d'autres aussi, qu'un certain nombre de progressistes dans le pays, je pense à Neuwirth, qui était radical, qui était franc-maçon, je crois, a fait aboutir la loi de 67 sur le droit à la contraception, quand même, très important. Mais enfin, il a fallu le mouvement des femmes, les années 70, le manifeste des 343 salopes, comme on a dit, le procès de Bobigny, etc., etc. J'aurais beaucoup à dire pour arriver à la loi Veil, Simone Veil, la loi de 75, qui est vraiment, nous lui devons beaucoup, qui a été vraiment une femme formidable. Donc, tout ça très, très long, très difficile, mais très important. Très important. On peut dire que la principale révolution du droit pour les femmes, au fond, c'est peut-être celle-là. Maîtriser la contraception, c'est à la fois par la pilule, la contraception, et également par le droit de recourir à l'avortement devant une naissance non désirée. Donc, c'est au fond une reconnaissance d'un espèce d'habeas corpus pour les femmes. Enfin, une espèce d'habeas corpus. Tu as ton corps. Tu as ton corps. Et d'ailleurs, les féministes des années 70, qui se sont beaucoup battues pour ça, il y avait deux slogans de l'époque qui étaient « Notre corps, nous-mêmes ». Notre corps, nous-mêmes. Voilà. Il faut posséder notre corps. Et puis aussi, un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux. Ce qui est aussi extrêmement important. Alors, tout ça est générateur de changements considérables pour les femmes, bien entendu, pour les rapports entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à ce sujet? C'est vraiment extrêmement important. Pour les changements de la famille. La famille a beaucoup changé avec tout ça, parce que, de toute façon, il y a une scission, on peut dire, entre sexualité et procréation. Donc, il n'y a plus du tout les mêmes attentes pour le mariage. On se marie moins, on divorce davantage, la question du désir est plus importante dans la formation du couple, etc. etc. Enfin, il y a beaucoup... La famille a considérablement changé. Il y a une révolution pour le meilleur et pour le pire, ça je ne porte pas de jugement là-dessus, mais il y a un éclatement des modèles de la famille, éclatement de ce modèle lié à des quantités de raisons, mais aussi au fait que les femmes sont beaucoup plus indépendantes dans leur vie, en définitive. Parce que cet habeas corpus s'est accompagné aussi pour les femmes d'une nécessité et donc d'une demande accrue d'indépendance économique. N'est-ce pas? Si on veut se gérer, si on veut par exemple dire à un homme « non, moi je demande le divorce pour telle ou telle raison, et puis je demande la garde de mes enfants », il faut pouvoir subvenir, donc gagner sa vie. Et là, il y a un changement en un demi-siècle absolument formidable. Je vais le résumer et je vais m'arrêter là, parce que autrement, on est encore là jusqu'à minuit ce soir. C'est pas souhaitable quand même. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, pour elle, c'était le choix. C'était ou la liberté de créer, d'écrire, ou un enfant. Mais elle avait renoncé à l'enfant parce qu'elle trouvait que ce n'était pas possible de concilier les deux. C'est un choix. C'est un choix. Ça n'a pas été au fond, ça a été le choix d'un certain nombre d'intellectuels, ou pas intellectuels, de femmes qui ont voulu cette liberté-là, mais massivement, ça n'a pas été le choix des femmes.
les femmes ont plutôt choisi le travail et l'enfant. Si bien que aujourd'hui, le modèle français, comme on dit, en Europe, est un modèle caractérisé par un taux d'activité des femmes qui est le plus élevé en Europe. Je vous disais tout à l'heure, les femmes ont un taux d'activité salariale, professionnelle, presque équivalent, il y a quand même 6 ou 7 points d'écart de celui des hommes. Et deuxièmement, elles ont un taux de fécondité qui est le plus élevé d'Europe avec l'Irlande, à peu près, pareil. Autrement dit, en France, les femmes sont celles qui travaillent et qui ont des enfants. C'est pas étonnant qu'elles aient tant de travail et qu'elles soient tellement occupées. Je m'arrête là. Si vous voulez me poser des questions, je suis à votre disposition, bien entendu. Après cette conférence exceptionnelle, je voulais juste ajouter, vous avez terminé en disant que les femmes avaient beaucoup de travail, et je voudrais juste ajouter ce que disait Françoise Giroud, la différence entre un homme et une femme, c'est qu'une femme, elle n'a pas de femme à la maison. Et ça, j'avais trouvé cette phrase tellement vraie par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà. Oui, vous me permettrez de rebondir rapidement sur votre propos et celui de Françoise Giroud. Je n'en ai pas du tout parlé, il y a tellement de choses dont je n'ai pas parlé. C'est la question du travail domestique. Disons, effectivement, s'il y a quelque chose qui continue aujourd'hui de très mal se partager entre les hommes et les femmes, c'est ça. Ça évolue. Ça va mieux. Ça va mieux. Et notamment dans les nouvelles générations, il y a vraiment des nouveaux modèles de absolument. Il faut absolument. Le partage se fait quand même mieux. Mais statistiquement, l'INSEE fait des statistiques de budgétant pour étudier ça de très près. On observe que c'est très long. Par travail domestique, il faut entendre évidemment travail ménager et souci des enfants. Le travail ménager avec l'industrie du froid, la mécanisation, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont allégées pour les femmes. D'ailleurs, les femmes ne pourraient pas travailler comme salariées s'il n'y avait pas eu tout ça. Ce ne serait absolument pas possible. Bon. Mais le souci des enfants demeure, même si les hommes, encore une fois, font beaucoup de progrès, il faut leur rendre hommage, il ne faut surtout pas les rebuter, absolument. Mais ça demeure, et ça se comprend d'ailleurs, un peu une obsession des femmes. Si un enfant est malade, vous voyez quand même avec la femme qui va rester à la maison, ou aller le chercher, etc. Il y a quand même beaucoup de choses comme ça. Et ça se voit aussi dans l'accès, justement, à la profession. Le travail partiel, le travail à temps partiel, est quand même actuellement un travail majoritairement féminin. Parce que les femmes, au moment de la naissance, plusieurs naissances, préfèrent avoir un travail à temps partiel pour pouvoir s'occuper des enfants. Oui, après tout, c'est bien, c'est un choix, mais il ne faut pas se dissimuler que souvent, elles le payent en termes professionnels. On ne leur donnera pas une responsabilité plus importante, on va mégoter un peu leur promotion, enfin des choses comme ça. Donc, oui, il y a toujours, on ne peut pas éliminer ça, peut-être que ce n'est pas possible aujourd'hui, mais il y a quand même un blocage de ce côté-là. Et puis, il y a aussi beaucoup de femmes qui y tiennent, et qui ont mauvaise conscience quand elles ne font pas ce qu'il faut pour leurs enfants, elles se sentent complètement déboussolées. Donc, on veut des enfants, et bien oui, ben après, il faut les assumer. Et ça se paye nécessairement quelque part. On met en parenthèse sa carrière pendant quelques années. Comment ? On met en parenthèse sa carrière pendant quelques années. Oui. Ce qui se passe. Oui, bien sûr. Ah bah oui, on a un salaire plus bas. Et oui, bien sûr. C'est des choix. Et dans notre société d'aujourd'hui, ça aussi c'est
quelque chose qui a changé quand même beaucoup depuis 50 ans. Hein. Il y a quelque chose qui est très présent, c'est l'enfant. Beaucoup plus qu'il y a 50 ans. Beaucoup plus. Le désir d'enfant. Le fait que quand dans un couple, il n'y a pas d'enfant, c'est le drame. Hein? D'où l'importance des recours aux procréations médicalement assistées et tout ce à quoi on va assister dans les années qui viennent, certainement. Le désir d'enfant est quelque chose de très fort, au point que quelquefois aussi il devient droit à l'enfant. Hein? Comme si l'enfant était, oui, un droit. Voilà. Un droit qu'on exige de la société qu'on a le droit d'avoir un enfant. Pourquoi c'est comme ça? C'est très compliqué. Hein. Je pense que parce que l'enfant, au fond, dans un monde très, très incertain, très, très fragile, très angoissant, à l'état d'égards, c'est l'avenir. C'est un pari sur l'éternité. On ne croit plus à grand-chose peut-être, mais un enfant qui grandit, on projette, on a envie de savoir ce qui va lui arriver. Enfin, c'est une trace. C'est important. C'est une trace qu'on laisse. Oui, bien sûr. C'est le prolongement de soi-même. Voilà, tout à fait. Oui. Oui, Madame Perrault, je voulais signaler quelque chose qui me paraît quand même important. Vous avez bien souligné, évidemment, toute cette évolution de l'acquis des droits des femmes, le rôle des femmes elles-mêmes, le rôle des différents clubs, associations. Mais pour en avoir fait partie, Catherine Morbois, déléguée aux droits des femmes pendant 30 ans, je voudrais quand même souligner l'importance de l'installation au cœur du pouvoir politique depuis notamment 1981 de la volonté de l'État, quelle que soit la couleur politique finalement, d'inscrire au cœur de l'État, et on doit rendre hommage à Yvette Roudy, la première ministre des droits des femmes en 1981, mais beaucoup d'autres l'ont suivi, de la prise de conscience de faire évoluer dans les lois, encore plus qu'auparavant, toute la prise en compte des droits des femmes. Et il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites, qui continuent à se faire pour l'autonomie des femmes, pour la lutte contre les violences dont elles sont les victimes, et la parité en général. Et vous avez eu raison de souligner, par exemple, dans les élections qui se produisent actuellement, un homme, une femme, c'est quand même quelque chose qui est vraiment institué. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Il y a eu effectivement une action politique positive qui a quand même été... Enfin, rendons hommage à ceux qui l'ont fait, absolument. Hein, c'est très important. Ceci dit, c'était quand même pas simple. Hein, songez à notre première ministre, Édith Cresson. Ça a été terriblement difficile pour elle, y compris de la part de ses camarades socialistes. Hein. C'était pas évident du tout. Pour la loi sur la parité, Jospin a joué un rôle éminent et il faut lui rendre hommage. Mais il y avait quand même eu un mouvement pour la parité qui a été... et avec d'ailleurs des divisions entre les féministes. Les féministes n'étaient pas toutes d'accord, loin de là. Les unes trouvaient que il fallait pas faire cette loi, d'autres oui, enfin voilà. Donc, je pense que, oui, heureusement, il y a des hommes politiques qui entendent. Très bien. Mais c'est difficile. Il faut quand même que les femmes soient vigilantes, je crois. Merci à vous.